Dr. Hamzawi. She was born in Tunisia. She's a respiratory disease specialist, professor at the Medical School of Tunis, head of the Department of Pediatric Respiratory Diseases at Abderrahmane Mami Hospital in Tunisia. She's an associate professor in Paris 2, France, president of the Tunisian Society of Pediatric Pulmonology and Allergology, and head of the scientific committee of the Tunisian Society of Respiratory Diseases and Allergology. I would like to welcome you here in Lebanon, Dr. Hamzawi. Thank you very much. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. C'est extraordinaire pour moi d'être dans un aussi beau pays, surtout que nous avons tendance à considérer le Liban un peu comme la terre de nos ancêtres. Donc nous allons complètement retourner en arrière pour parler des enfants, là, puisque je dois parler de l'asthme du petit enfant et du tout petit enfant particulièrement. Alors, il y a quelque chose de particulier à l'enfant, c'est déjà la structure bronchique qui est différente de celle des adultes. Bien sûr, ce sont de toutes petites bronches. Elles sont beaucoup plus souples, donc elles ont tendance à se fermer beaucoup plus facilement à l'expiration. Il y a des phénomènes inflammatoires qui sont déclenchés par les infections virales le plus souvent. Et finalement, la bronchoconstriction, la part d'obstruction liée à la fermeture du muscle bronchique est relativement faible par rapport à ce qui se passe chez l'adulte. Tout ça, ça fait que quand on parle d'asthme chez l'enfant, la question est toujours, est-ce qu'on parle vraiment de la maladie asthmatique ou est-ce qu'on met dans le même paquet beaucoup de choses différentes? C'est peut-être ce qui se passe aussi chez les sujets âgés. Après avoir longtemps parlé d'asthme du nourrisson, les gens se sont remis en question et ont commencé à parler de sifflements récidivants chez l'enfant. Donc des enfants qui ont tendance à faire des épisodes sifflants à répétition. Ça a été longtemps accepté en se disant oui, il vaut mieux parler de sifflements récidivants parce que quand on parle d'asthme, on a l'impression d'avoir un préjugé et donc d'arriver dans une maladie qui est une maladie établie. Sauf que quand on parle simplement de sifflements récidivants, on banalise beaucoup les choses. Et on a tendance à sous-traiter ces enfants en se disant bon, ils ont des petits sifflements de l'enfant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment résolu et qui pose aussi un problème dans la définition et dans le diagnostic. Le diagnostic de l'asthme chez le petit enfant, c'est un diagnostic essentiellement clinique. On va se dire comment poser un diagnostic. Alors clinique, c'est essentiellement pour commencer les sifflements. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui font siffler les enfants et que selon les populations, on a 30 à 50% des nourrissons qui ont au moins sifflé une fois avant d'avoir 3 ans. Donc ça fait une fréquence énorme quand on aboutit ensuite à une fréquence d'asthme chez l'enfant entre 5 et 10%. Donc effectivement, ça a l'air d'être insuffisant comme définition. Le deuxième argument essentiel sur lequel on se base pour poser le diagnostic, disons, d'asthme du nourrisson, c'est la réponse au traitement. Ça pose un problème qui est, 1, quelle est l'efficacité du traitement, et 2, quand on dit que l'enfant n'a pas répondu au traitement, est-ce qu'on est sûr qu'il l'a bien pris? Est-ce que la maman a été suffisamment convaincue par vos explications pour lui mettre son traitement régulièrement? Et tout ça, ça fait que finalement, chez les petits-enfants, on a abouti d'un côté à un sur et de l'autre à un sous-diagnostic. Après avoir longtemps parlé de sifflements récidivants, on s'est aperçu que ce n'était peut-être pas une superbe définition, parce que la question est de quoi on parle quand on parle de sifflements. Est-ce que ce que considèrent les médecins comme étant des sifflements est ce qui est rapporté par les parents quand on parle de sifflements déjà? Et puis finalement, ce ne sont probablement pas les sifflements qui sont les signes les plus fréquents chez les petits-enfants. Et ça aboutit à une lettre qui est sortie dans le JACI en 2012 qui disait finalement la question n'est pas de siffler mais parlons plutôt de problèmes respiratoires gênants ou aggravants ou graves pour les enfants, que l'enfant siffle ou ne siffle pas. S'il fait des problèmes respiratoires perturbants pendant plus de 3 jours, on va considérer qu'il a un problème d'asthme. À côté de ces problèmes dits gênants, on s'aperçoit qu'il y a aussi des manifestations entre les épisodes. En dehors des exacerbations, ils peuvent avoir
des signes à l'exercice. Et chez l'enfant, c'est surtout quand il joue ou quand il pleure, les enfants qui se mettent à tousser ou à avoir des problèmes respiratoires quand ils pleurent ou quand ils rient beaucoup. La toux nocturne, et les parents se plaignent énormément de cette toux nocturne qui empêche les enfants de dormir. Le fait qu'ils toussent en dehors des rhumes, les réveils nocturnes, le besoin en bêta-2 de secours, et là aussi, les besoins en bêta-2, en corticoïdes inhalés et la rechute quand on recommence, quand on arrête le traitement. Pour confirmer le fait que parler de sifflement, ça ne suffit pas, il y a ce papier qui a montré que finalement, les parents étaient tout à fait capables de reconnaître l'imminence d'une exacerbation. Ils sont capables de vous dire, là, je sais que mon enfant va être malade. Et que finalement, le symptôme qui allait les alerter, le plus souvent, c'était la toux. Vous voyez ici le cercle qui montre la fréquence de la toux qui est rapportée par les parents et qui leur permet de reconnaître une exacerbation par rapport à la fréquence des sifflements qui est nettement inférieure. Et souvent, les parents vous disent, mon fils, je sais, il va avoir une exacerbation parce qu'il se met à tousser et puis il est un peu essoufflé et puis éventuellement il siffle. Mais finalement, le symptôme le plus frappant, c'est la toux. Et c'est pour ça que se limiter au sifflement, c'est peut-être un peu réducteur. Alors, une fois qu'on s'est dit qu'on avait posé le diagnostic d'asthme du nourrisson sur la survenue de symptômes récidivants respiratoires, la deuxième étape, c'est absolument de se dire, est-ce que je suis sûre que je ne suis pas passée à côté d'un autre diagnostic? Parce que chez les petits, c'est ça qui est important, c'est de ne pas se tromper et de ne pas traiter quelque chose qui n'est pas de l'asthme, puisqu'on n'a pas de preuve objective. Et il y a énormément de diagnostics différentiels, parmi lesquels la trachéomalacie ou les pathologies malformatives, mais aussi des problèmes infectieux persistants. Ce qui doit alerter, c'est de se dire, c'est pas normal qu'un enfant asthmatique siffle dès la naissance. Un enfant qui est malade dès qu'il est né, c'est un problème malformatif ou congénital, où il y a quelque chose. Quand il n'y a pas de rémission, que l'enfant est tout le temps malade, ça n'est pas de l'asthme. Quand il y a un retard de croissance, un petit bébé asthmatique n'a aucun impact sur sa croissance. Quand il a un mauvais état général, et puis quand il y a des signes de gravité comme une cyanose ou un hypocratisme digital, c'est clairement pas de l'asthme, mais il faut aller chercher ailleurs. Et puis la non-réponse au traitement, mais là aussi ça dépend de l'adhésion. Et c'est pour ça qu'il est absolument indispensable, et c'est le seul examen complémentaire qui soit indispensable chez les petits, c'est de faire une radiographie du thorax en dehors des symptômes pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Un petit enfant asthmatique, en dehors de la crise, il doit absolument avoir rien. Et là, vous voyez sur cette radio ce trouble de ventilation, et c'était un petit enfant qui était traité depuis 6 mois pour asthme, et ça s'avérait en fait que c'était un corps étranger à l'endoscopie. Alors, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe chez les enfants asthmatiques et pour se dire qu'on allait ajuster le traitement, des classifications en phénotypes ont été proposées et celle-ci a été proposée par le Practal pour essayer de dissocier les enfants qui ne sifflent qu'au cours des épisodes viraux et qui théoriquement n'ont pas d'antécédents d'asthme dans la famille et qui auraient une fonction normale, et je dis bien au conditionnel, qui auraient une fonction normale à l'âge scolaire. Et de l'autre côté du spectre, les enfants qui sont beaucoup plus graves, qui sifflent non seulement au cours des épisodes viraux, mais aussi où les sifflements apparaissent dans d'autres cas. Ça peut être une infection virale, ça peut être l'effort, ça peut être des allergènes. Et là, il y aurait des risques importants d'évolution vers l'asthme et la persistance de l'asthme. Une autre façon de voir les choses et peut-être de les approfondir a été proposée récemment par Jocelyne Juste, qui a fait une étude en cluster et qui a identifié 3 phénotypes. Alors les 3 phénotypes ne sont pas dans cet ordre de fréquence. La surface montre juste la présence de l'atopie ou pas. Parce que les plus fréquents, ce sont bien sûr les sujets qui souffrent de sifflements viraux induits légers et intermittents, donc sans gravité. Mais par contre, elle a identifié 2 clusters qui sont relativement sévères. Les siffleurs atopiques avec des facteurs déclenchants multiples et qui seraient le plus souvent
des garçons, et puis les plus sévères, et qui seraient plus souvent des filles, qui sont des enfants qui ne sont absolument pas atopiques et qui ont des sifflements ou un asthme difficile à contrôler. Et ceci a été confirmé par l'étude qu'ils ont sortie ensuite sur les phénomènes inflammatoires, où ils retrouvaient de la même façon dans ces phénomènes légers viraux induits très peu de production de NO, alors que dans la forme la plus sévère chez les sujets non atopiques, alors qu'habituellement on a tendance à corréler le NO à l'atopie, c'était les sujets non atopiques, les plus sévères, qui avaient la production de NO la plus importante. Alors, d'accord, se dire qu'on a dissocié ces enfants en fonction de l'étiologie, il faut essayer de le confirmer par rapport au pronostic de ces enfants. Et quand on regarde le risque d'asthme à 3 ans et demi, les facteurs qui sont associés sont effectivement ceux qu'on pouvait envisager. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les problèmes d'atopie, éventuellement héréditaires, chez l'asthme, chez les parents, les problèmes d'environnement, quand on met les enfants sur des matelas qui ont déjà utilisé, toujours le tabagisme maternel, bien sûr, mais aussi de l'autre côté, quand on parle des viroses chez l'enfant, et là c'est un autre marqueur, c'est l'utilisation des antibiotiques chez l'enfant, et on voit que plus les enfants ont eu besoin d'antibiotiques, et plus le risque d'asthme est élevé. Donc pour ce point, les rapports entre les virus, pour commencer, et l'asthme ont été beaucoup discutés, et parmi eux, les virus qui induisent la bronchiolite. Alors autant le virus respiratoire syncytial, qui est le plus fréquent des virus dans les bronchiolites de l'enfant, n'a pas a priori de relation avec l'asthme, c'est juste une pathologie qu'ont le plus souvent les enfants et qui va pas avoir vraiment de conséquences, alors que les bronchiolites qui surviennent après 3 mois et qui sont moins souvent dues au virus respiratoire syncytial, comme vous le voyez ici, donc ce sont les virus non ARSV qui, elles, vont être prédictives d'asthme ultérieur. Là aussi, on retrouve l'association avec l'atopie, puisque la présence d'une atopie précoce est un facteur prédictif d'asthme, de même que, bien sûr, l'hérédité. Alors, pourquoi les virus, autres que le virus respiratoire syncytial, et essentiellement celui qui est incriminé maintenant, c'est le rhinovirus, c'est-à-dire le virus du rhume tout bêtement, qui est extrêmement fréquent. Alors, ce qu'on a remarqué sur le plan épidémiologique, c'est que finalement, les bronchiolites à rhinovirus étaient très particulières et elles présageaient de la présence d'un asthme ultérieur. Les enfants qui ne vont pas être asthmatiques font une infection à rhinovirus qui n'est pas une bronchiolite. S'ils font une bronchiolite à rhinovirus, c'est qu'ils ont un problème sous-jacent. Pourquoi font-ils des infections à rhinovirus? Probablement parce qu'ils ont un problème de défense immunitaire par rapport à ce virus. En prenant des prélèvements bronchiques, donc d'épithélium bronchique chez ces petits-enfants, et en les mettant en présence de rhinovirus, on s'aperçoit que chez les enfants, qu'ils soient atopiques, non atopiques ou asthmatiques simplement, donc vous voyez que dans les 3 populations, les enfants asthmatiques atopiques, les non atopiques asthmatiques et les atopiques non asthmatiques, on a un déficit de réponse par rapport au sujet normal. On a très peu de production d'interférons. Et inversement, bien sûr, on va avoir une réplication virale qui est très importante par rapport au sujet témoin. Donc on permet l'explosion de la réaction virale et donc de l'inflammation qui va en découler. Et ce qu'on suspecte, c'est donc l'importance, plus que d'un déficit au départ, la présence de cellules Th2 qui influenceraient la réponse par rapport au virus. Ça ne s'arrête pas au virus, et c'est ce qu'on est en train de remarquer actuellement, c'est que les enfants siffleurs peuvent aussi siffler en réponse à la présence de bactéries. Et c'est une étude qui a été réalisée chez des enfants siffleurs récidivants qui ne répondaient pas à la corticothérapie inhalée, donc ils ont eu droit à une endoscopie bronchique. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que dans 30% des cas, on identifiait une bactérie dans les sécrétions bronchiques. Et vous voyez que la première bactérie, c'était l'Haemophilus influenzae, beaucoup moins souvent d'autres bactéries.
Est-ce qu'on pouvait prévoir ça? Effectivement, quand on regardait le lavage à côté, à chaque fois qu'on avait l'identification de l'hémophilus, on retrouvait une cellularité majeure et la présence de neutrophiles. Donc finalement, il est peut-être nécessaire à chaque fois qu'on a des enfants qui ne répondent pas au traitement, d'aller vérifier qu'il ne s'agit pas d'autre chose et de faire une endoscopie, entre autres pour des prélèvements. Les bactéries sont aussi présentes chez les enfants, chez les nouveau-nés à 1 mois, et ça serait prédictif là aussi de développement de sifflements ultérieurs. Quand les enfants ne sont pas colonisés, le risque de développer des sifflements persistants est très faible, alors que s'ils sont colonisés à 1 mois, le risque de développer les sifflements est multiplié au moins par 2. Quand on a parlé de phénotype, on a parlé initialement de phénotype essentiellement lié à la sévérité ou lié à l'étiologie, mais finalement la première classification en phénotype était une classification évolutive et l'objectif était essentiellement de connaître le pronostic de ces enfants. Et en gros, il y a bien sûr à côté des enfants qui n'ont jamais sifflé, il y a les enfants qui vont siffler très tôt et qui vont perdre leur sifflement rapidement. Il y a les enfants qui vont siffler relativement tard et qui vont continuer à siffler. Et puis, il y a ceux qui sifflent très tôt et qui continuent à siffler inlassablement. Et c'est tout à fait lié au pronostic, puisque vous voyez que les enfants qui ont sifflé dès le plus jeune âge et qui ont continué à siffler, donc ceux qu'on considère comme persistants, ce sont ceux qui ont le plus de risques d'avoir un diagnostic d'asthme à 8 ans, que par contre, le risque de sensibilisation est beaucoup plus lié à l'apparition de sifflements relativement tardifs, donc ceux qui sont considérés comme siffleurs tardifs, et que la chute du VEMS par rapport à ce qui devrait être prédit est aussi retrouvée chez les siffleurs tardifs. Cependant, il y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est ceci. Les enfants qui sont considérés comme des siffleurs transitoires et chez qui on pense que rien ne va arriver ultérieurement, ils ont quand même, à 8 ans, un VEMS qui est plus bas que les enfants qui n'ont jamais sifflé. Et donc, la question est, quel est le pronostic? Et probablement, il y a un retentissement à l'âge adulte. Cette persistance est liée probablement au remodelage, mais là aussi, ça permet de poser des questions, puisque chez l'enfant, quand on fait des biopsies chez le tout petit, disons à partir de 2 ans, on va retrouver un remodelage avec l'épaississement de la membrane basale et la présence d'éosinophiles, qu'on ne retrouve pas ici chez les non-siffleurs. Donc là, ce qu'on voit, c'est le remaniement de la membrane basale. Cependant, quand on regarde l'évolution dans le temps, on s'aperçoit que si effectivement, quand ils sont petits, le fait d'avoir un épaississement de la membrane basale, ça distingue les siffleurs des non-siffleurs, ce qui va faire la différence à l'âge scolaire, ça va être la présence d'un épaississement de la couche musculaire lisse par rapport aux non-asthmatiques. Mais que par contre, l'épaississement de la membrane basale n'a plus n'est plus du tout prédictif. Et ça, ce sont les prélèvements qui ont été réalisés quand ils étaient petits. Donc si, quand ils sont petits, ils ont un épaississement de la membrane basale, ça ne veut pas dire qu'ils seront asthmatiques à 6 ans. Et donc là, ça pose la question sur qu'est-ce qui est vraiment un remodelage définitif. Les facteurs de risque de l'asthme donc persistant à 5 ans, c'est là aussi, on leur retrouve les mêmes, l'association d'une part de l'atopie et d'autre part des infections respiratoires. Et c'est essentiellement l'atopie qui apparaît précocement à l'âge de 2 ans. Donc, là, c'est pour confirmer l'association avec le rhinovirus. Mais puisqu'on sait que les bronchiolites, essentiellement celles à rhinovirus, font le lit de l'asthme, la question est, est-ce qu'on peut prévenir cela? Malheureusement, a priori, non. Là, c'est une étude qui a essayé de faire un traitement par corticothérapie inhalée au moment de la première bronchiolite. Donc, première bronchiolite, 15 jours de traitement corticoïde inhalé. À long terme, que s'est-il passé? Absolument rien. Il n'y a aucune différence entre les corticoïdes inhalés et les placebos.
Est-ce que pour cela, il faut arrêter la corticothérapie inhalée chez les enfants? Certainement pas. C'est quelque chose qui marche quand eux, ils sont malades, donc pas en préventif, mais en traitement. Et vous voyez ici la courbe bleue des enfants qui sont sous traitement et la courbe rouge des enfants qui ne sont pas sous traitement. Et vous voyez qu'il n'y a pas photo et qu'il faut traiter les enfants. Alors cette courbe a fait beaucoup de bruit quand elle est sortie parce qu'elle démontrait que quand on arrêtait les corticoïdes, eh ben, les enfants ils se retrouvaient au même endroit. C'est vrai. Donc, a priori, les corticoïdes, quand on les arrête, eh bien, on retombe malade. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Ils sont certainement utiles. J'imagine qu'il vaut mieux être un enfant à cet endroit-là qu'un enfant à cet endroit-ci. Il y a une forme particulière à l'enfant qui sont les enfants qui ne sifflent qu'au moment des viroses, mais qui font des exacerbations très sévères. Ils peuvent avoir des périodes entre les viroses qui sont très prolongées, qui sont parfaitement asymptomatiques, mais ils peuvent nécessiter des corticothérapies à chaque fois qu'ils ont leur exacerbation. Et ils peuvent avoir aussi beaucoup plus d'hospitalisation que les autres. Et donc ça, c'est considéré comme les sifflements intermittents sévères de l'enfant, qui est une forme assez particulière. Donc pour prévenir chez ces enfants ces exacerbations, la question est qu'est-ce qu'on peut leur mettre comme traitement? Rien n'a été vraiment prouvé, ce sont juste des avis d'experts. Cette étude était de voir si on pouvait les traiter de façon intermittente, puisque ce sont des enfants qui ne sont pas malades pendant de longues périodes. Eh bien, en fait, qu'on les traite de façon régulière ou de façon intermittente, il n'y a aucune différence sur le recours à la corticothérapie orale. Comme il n'y a pas de bras placebo, on ne sait pas si en fait il faut les traiter. Mais c'est clair qu'on ne sait pas quelle est la meilleure façon. Et finalement, la corticothérapie intermittente n'a pas fait sa preuve. Est-ce qu'on a d'autres moyens de traiter ces enfants? Oui. Un autre produit est utilisé, ce sont les antileucotriènes. Et ça s'est basé essentiellement sur la preuve que les antileucotriènes, quand ils étaient utilisés régulièrement, diminuaient le risque d'exacerbation chez les enfants qui avaient des infections virales. Est-ce que le singulaire, puisque c'est le seul que nous ayons, fait mieux ou fait moins bien que les corticoïdes inhalés? A priori, grosso modo, ils font la même chose chez les petits, puisque quand on regarde si on les met sous corticoïdes ou si on les met sous antileucotriènes, le risque de faire le temps avant la première exacerbation est le même. Ils font un peu plus d'exacerbations par an s'ils sont sous antileucotriènes que sous corticoïdes inhalés. De là découlent les recommandations qui sont que chez l'enfant entre 0 et 2 ans, on utilise les bêta-2 mimétiques pour les symptômes, que quand ils ont des sifflements qui ne sont induits que par les virus, on commence par les antileucotriènes, que par contre, quand ils ont des sifflements qui ont plusieurs inducteurs, on commence par la corticothérapie inhalée. Et bien sûr qu'on doit utiliser absolument une chambre d'inhalation avec masque. L'utilisation des corticoïdes oraux durant les épisodes aigus a été une règle depuis de nombreuses années, bien que finalement elle n'ait pas prouvé du tout son efficacité, puisque ça ne diminue pas le risque de l'hospitalisation ni la durée de l'hospitalisation. Par contre, chez les enfants plus grands, c'est à peu près comme chez l'adulte, en sachant qu'on a beaucoup moins de jeux, puisque les bronchodilatateurs de longue durée d'action, les bêta-2, on ne peut pas les utiliser avant 4 ans. La théophiline, on ne peut pas l'utiliser avant 3 ans. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir? Probablement augmenter les doses de vitamine D en préventif chez les petits, puisque moins on a de vitamine D et plus on risque de faire d'exacerbation. Il faut absolument demander aux mamans d'arrêter de fumer, parce que le tabagisme passif pendant la grossesse et ensuite, c'est extrêmement nocif, et que ça cumule avec la pollution atmosphérique, vous le voyez ici. Donc finalement, pour conclure, je vais vous poser des questions, c'est celles que je me pose tout le temps. Donc, une fois qu'on s'est dit c'est de l'asthme, la première question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que je suis sûre que c'est de l'asthme, est-ce que ça n'est pas autre chose? La deuxième question, ça va être est-ce que ça nécessite un traitement et quel traitement pour ces petits enfants? Et finalement, tout ça, c'est sous-tendu par la grande question qui est qu'est-ce qui advient du remodelage et comment est-ce qu'il progresse? Je vous remercie.